Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Lundi, mercredi, vendredi sur metatv.org de 21h à minuit, c'est la saison 3. Et comme d'hab, grand bonjour à la régie, grand bonjour aux modérateurs, grand bonjour aux métanautes. Et ce soir, avec nous, on accueille Claire Sébrac. Bonsoir Claire. Bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde. Eh bien Claire, alors... Déjà, on avait déjà reçu ici pour une émission sur les vaccins, qui était une émission d'ailleurs qui a été beaucoup regardée, commentée. Et aujourd'hui, on t'accueille pour ton nouvel ouvrage, La guerre secrète contre les peuples. Alors, j'ai envie de dire, mais on a l'habitude dans l'émission ici d'aller, on va dire, en roue libre sur des pentes très glissantes. Et là, on s'engage, j'ai envie de dire, sur effectivement, tu as traité un sujet qui est très important. En plus, de façon globale, j'ai envie de dire, un peu, mais avec évidemment, on verra, mais une partie qui est beaucoup consacrée aux épandages aériens. Je reprends l'expression de Claire Henrion, qui était venue ici, et quand on me disait donc justement de ne pas parler de chemtrail et de parler d'épandage aérien pour fixer tout de suite le débat, effectivement. Donc, le nom usuel est chemtrail évidemment, mais on parlera d'épandage aérien. Chemtrail, c'est chemical trace, donc c'est la trace. C'est la trace, voilà. C'est la trace des épandages. Donc les fameux chemtrails, un sujet, alors j'ai envie de dire très important en préambule, parce que c'est un sujet qui pose polémique auprès de beaucoup de gens. Moi, j'en parle souvent, les chemtrails. On me dit, mais les chemtrails, c'est presque j'ai presque envie de dire le paroxysme du complotisme, quoi. On voyait des nuages partout, etc. Or, c'est un vrai sujet, puisque, comme tu le démontres dans le livre, il y a énormément de preuves finalement, il y a beaucoup de choses sur la table, il y a des brevets, il y a des comment on appelle ça, des documents de l'ONU qui prouvent qu'il y a des épandages aériens qui ont été faits, des tests qui ont été pratiqués sur des populations, donc tu ramènes les preuves de tout ça, et donc... c'est-à-dire, moi je suis assez cartésienne, alors tant que j'ai pas les preuves, si tu veux, je suis un peu comme tout le monde, je tire un fil et puis je regarde, moi aussi je regardais le ciel et je me disais c'est quand même pas normal, c'est quand même, il y a des choses dans le ciel qui sont pas normales, de là à penser vraiment que c'était des épandages, je suis comme beaucoup de gens, je me disais c'est quand même énorme. Mais en fait, effectivement, quand on regarde, quand on commence à regarder et qu'on fait une vraie enquête, on s'aperçoit que les preuves s'accumulent. Donc il y a un moment où ce qu'on voit dans le ciel rejoint ce qu'on voit sur les papiers de la NASA, de la NSA, de l'armée américaine, sur les documents déclassifiés, sur les brevets déposés. Les brevets déposés, ça, alors ça c'est important parce que c'est vrai que c'est des aspects, on va dire, qui ont très peu été, je trouve, mis en lumière, le fait qu'il existe des brevets pour ces fameux épandages avec tout un tas de produits qui ont été déposés depuis des dizaines d'années. Oui, voilà, puis en plus, c'est pas un brevet. Oui, c'est pas un brevet. C'est-à-dire que quand on regarde depuis 1950, il y a eu peut-être, 300 ou 400 brevets déposés pour affiner la technique et on peut suivre d'une année à l'autre comment la technique est affinée pour faire des épandages, pour que ça se voit pas parce que les tuyaux vont être comment, alors c'est pas dit comme ça, c'est-à-dire il y a un brevet qui est déposé pour savoir comment on épand, après il y a des brevets qui sont déposés pour que les épandages, le tuyau qui sert pour les épandages soit dans la direction, enfin dans le prolongement de l'angle des ailes, ils disent pour que l'épandage ne se voit pas. Après ils disent pas qu'ils épandent, mais enfin... Moi j'ai vécu 15 ans aux États-Unis, je sais que autant les Français on est connus pour faire des inventions extraordinaires qui ne servent jamais à rien, ou dans 50 ans, les Américains quand ils cherchent toujours, par exemple le petit joint qui te manque pour que ton ordinateur soit compatible à autre chose, enfin ils cherchent toujours le truc dont ils ont besoin. Donc si autant de gens ont déposé autant de brevets avec des petits mieux, des petites choses en plus sur les épandages, je vois pas comment se seraient, je veux dire, tellement énervés et tellement acharnés à chercher des trucs pour que la technique soit performante, pour un truc qui n'existe pas, quoi. Oui, voilà, c'est la chose sur laquelle je trouve que dans ton livre qui est extrêmement bien documenté, c'est que tu es parti chercher
plein de sources, parce que, évidemment, sur un sujet comme ça, j'imagine, tu te dis on va m'attendre au tournant. Non, mais c'était pour me convaincre. Pour te convaincre toi, ouais. Comme d'habitude, moi, quand j'écris un truc, c'est que c'est un sujet qui me passionne et pour lequel j'ai pas la réponse. Donc, il fallait voir ma tête aussi de temps en temps devant mon ordi. Quand je trouvais des trucs comme ça et que je me disais, mais donc c'est vrai, quoi. Parce qu'en plus, toi, effectivement, comme tu l'as précisé, tu as vécu aux États-Unis, donc tu es parfaitement bilingue, tu as une espèce de connaissance, voilà, tu vas t'intéresser aux documents du monde anglo-saxon, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui viennent des États-Unis d'ailleurs, des rapports qui ne sont pas traduits souvent, etc. Oui, et puis il y a surtout beaucoup, sur le net, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de témoignages, mais ça justement, on peut toujours te répondre, oui, mais bon, c'est ton interprétation et c'est faux. Je veux dire, c'est subjectif. À part que quand on regarde le ciel, à mon avis, il n'y a aucun doute. Mais c'est pas une preuve, le fait de voir qu'il y a quelque chose d'anormal dans le ciel. Après, il faut effectivement chercher les preuves. Mais il y a donc tous les brevets, il y a des documents déclassifiés de l'armée américaine. Voilà, alors il y a beaucoup de documents qui sont énormes, qui sont énormes. Ouais. Je veux dire, parce que moi, quand je vivais là-bas et que j'allais à Monument Valley ou tout ça chez les Indiens Navajo, les Indiens me disaient they spray us like cockroaches. Ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je me disais, ouais, bon, ok, j'étais comme tout le monde, je me disais, oui. Mais ça, c'était dans les années 80, quoi. Dans les années 80. Fin 80. De 85 à 90 ou 12, quoi. Et après, là où je suis vraiment tombée raide, c'est quand j'ai trouvé les documents déclassifiés de l'armée américaine sur cette période, qui ont été déclassifiés en 2002, et qui montraient que les gens, parce que Monument Valley c'est derrière Las Vegas, c'est derrière Grand Canyon, et donc les documents de l'armée américaine prouvent bien qu'à telle date ils ont répandu sur Vegas, à telle date ils ont répandu sur Minneapolis, à telle date ils ont répandu sur Corpus Christi, quel était le programme, ce qu'ils ont répandu, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont dit à la population, enfin je veux dire tout y est dans les documents. Donc c'est quand même bizarre que ce qu'on voyait à l'époque corresponde aux documents déclassifiés et que maintenant ce qu'on voit dans le ciel corresponde à ce qu'il y a dans les brevets et à ce qui s'est déjà fait. Et s'ils nous ont dit à l'époque que ça n'existait pas, je vois pas pourquoi ils nous mentiraient pas maintenant, quoi. Oui, parce que là, c'est un peu, j'ai envie de dire, presque sous nos yeux, il y a ces épandages constants, c'est partout. Toi, tu expliques que ça, il y a une dimension complètement internationale. Ce n'est pas un problème américain, entre guillemets. Non. Oui, parce que justement, quand j'ai commencé à chercher, en fait, c'est un peu mon habitude, comme pour les vaccins. Je regarde sur un truc, après je regarde si ça s'est fait avant, s'il y a d'autres trucs. Bon. Et là, on se rend compte qu'à la même époque, moi, j'étais pas au courant, mais là, je les ai retrouvés. Il y a des gens en Suisse, il y a eu le rapport Sutter, White Skies, en Grèce, en Allemagne, dans plein de pays, il y avait des gens qui disaient mais c'est quoi ces trucs au-dessus de nos têtes et donc voilà, au bout d'un moment, il y a trop de trucs qui s'ajoutent. Ouais. Qui font que pour moi, ça crédibilise totalement les choses, comme le fait que Monsanto ait breveté des plantes qui résistent à l'aluminium. Qui résistent à l'aluminium, parce qu'il faut bien le préciser. Donc dans ces épandages, parce qu'on nous demande aussi, mais il y a quoi dedans, c'est quoi, etc. Alors, il y a tout un tas de substances chimiques, du barium, de l'aluminium. Il y a du barium, du strontium, du dioxyde d'aluminium. Il y a par exemple, il y a des trucs sur je crois que c'est sur Corpus Christi, où ils ont épandu de l'oxyde. C'est très détaillé, les documents déclassifiés. Ils ont épandu du cadmium et du zinc, et aussi ce qu'ils ont dit aux populations, c'est-à-dire qu'à l'époque ils disaient, quand les gens gueulaient, ils disaient oui mais c'est juste c'est pour faire un brouillard, pour faire des essais, pour savoir comment on peut effacer une ville par exemple, que les radars ne puissent pas le voir. Donc ils disaient aux gens que c'était juste un brouillard, pas du tout toxique. Et puis après, quand on regarde les documents, c'est du sulfure de cadmium, du sulfure de zinc. Alors là aussi, il y a un chimiste qui s'appelle André Picot qui m'a expliqué, c'est que en fait le cadmium,
Il y en a un qui est toxique et l'autre qui est pas toxique, mais il y en a un qui sert de traceur. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu des épandages où il y avait des substances fluorescentes pour voir quand ils épandaient par exemple sur une ville, quelle est la distance sur laquelle le vent allait emporter les trucs. C'est pour ça qu'ils mettaient des traceurs à l'intérieur qui étaient fluo. Oui, parce qu'ils utilisent aussi, il faut le préciser, de la nanotechnologie. Alors oui, il y a ça aussi. C'est inquiétant ça, parce que j'ai l'impression que c'est en plus un domaine un peu secret, puisque c'est très récent finalement. Alors on sait qu'il y en a, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi? Parce que ces nanoparticules, apparemment, pénètrent le corps, elles vont s'installer dans le corps. Oui, alors ça, en fait, il y a le problème des épandages qui sont une chose. Alors les épandages, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, on n'en sait rien. On sait ce qu'ils ont mis, on ne sait pas ce qu'ils mettent chaque jour. Oui. Mais par exemple, en Australie, il y a eu une pulvérisation d'un vaccin. D'un vaccin, voilà. Au Brésil aussi, je crois, tu donnes un exemple, je ne sais plus dans quel pays. Tu donnes beaucoup d'exemples et tu dis, on a pulvérisé, oui, voilà, pour un vaccin, pour une décontamination. Apparemment, ça se fait. Oui, et il y a aussi un truc qui est très bizarre. J'ai retrouvé un traité de l'armée américaine, un traité du gouvernement américain et du gouvernement canadien, qui date de 1975, où ils disent, conscient que l'article 1, c'est conscient que nous épandons des deux côtés, enfin, que nous épandons, mais que la frontière est pas dans le ciel et pas là où les humains l'ont mis en bas. En fait, c'est un traité pour dire il faudrait pas que ça fasse double emploi, parce que voilà, donc là aussi, je vois mal comment deux gouvernements aussi puissants que les États-Unis et le Canada feraient un traité sur un truc qui n'existe pas. C'est bien marqué, je veux dire, il y a des traités sur lesquels c'est marqué. Ce traité-là entre deux États, il y a un traité qui s'appelle ENMOD, E-N-M-O-D, pour les gens qui veulent aller voir. C'est un traité pour ne pas se servir des armes, des épandages et des armes chimiques sur les populations, sur les ennemis. Et en fait, quand on lit tout le traité, et c'est vrai que moi j'ai la chance de parler anglais comme le français, quand on lit le traité en entier, il y a marqué à un endroit que, par contre, il est interdit formellement d'épandre sur ses ennemis. Mais on peut épandre sur les populations, sur ces populations, quand il s'agit de choses pacifiques, et aussi de faire des tests pour pouvoir des tests pour soi-disant pouvoir protéger la population après. C'est-à-dire qu'en clair, on prend une population lambda et on peut épandre un truc sur elle pour faire un test pour savoir quel est le pourcentage qui va être malade, etc. Et ça, ils disent que ce sont des essais pour protéger la population au cas où il y aurait un terroriste qui épandrait des trucs. C'était aussi au moment de la guerre froide, donc au cas où les Russes auraient attaqué, etc. Mais en fait, au cas où ils attaqueraient, dans 10 ans, 20 ans ou peut-être jamais, ils balancent sur les populations, mais ce sont des tests soi-disant à but pacifique. Ouais. Ça, c'est autorisé. Donc ils sont autorisés à faire les tests sur les populations, mais pas à s'en servir en temps. Et donc on le fait sur sa propre population, mais on le fait pas sur les ennemis. Et quand on regarde effectivement, qu'on trouve ça dans le traité ENMOD, et qu'on regarde les documents déclassifiés de l'armée américaine, il y a effectivement un endroit où ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe, et pour savoir quel était le pourcentage de la population en dessous qui allait développer un cancer. C'est marqué dans les documents. Mais c'est ça qui c'est assez hallucinant. Moi, je dois dire que j'ai passé des nuits à halluciner total. Oui, parce que voilà, tu mets des notes de la CIA, donc tout ça, en fait, est sous nos yeux, en fait, pour qui cherche, qui veut démontrer, toutes les preuves sont là, quelque part, qu'il se passe bien quelque chose. C'est pour ça que quand les gens me disent oui, mais c'est du complotisme, machin. Oui. C'est sûr que. D'ailleurs, je pense que t'as trouvé la parade en appelant ça la guerre secrète contre les peuples. C'est-à-dire que, voilà, quelque part, on veut traiter de complot, tu dis, bon, bah oui, mais les gens disent c'est un complot, et puis, si c'était vrai, on le saurait, et puis ils considèrent que, souvent ils disent, moi j'y crois ou moi j'y crois pas. C'est pas une question de croyance. Moi, je crois pas ou je ne crois pas. Quand j'ai enquêté sur les vaccins, j'ai pas dit j'y crois ou j'y crois pas. Je veux dire, il y a des faits qui sont là, et après, une fois qu'on a vu les faits, là, on peut dire. À mon avis, quand on a vu les faits, c'est difficile de dire que ça n'existe pas. Mais c'est pas une question de croyance, c'est une question mathématique, c'est une question de logique. Ouais, d'accord.
Parce que C'est comme les gens qui regardent le ciel quand il y a des épandages et qui voient des avions zébrer le ciel dans tous les sens et qui disent bah moi j'y crois pas, c'est normal, c'est de la vapeur d'eau. Non. Enfin, voilà, parce que c'est le grand argument évidemment des détracteurs de cette thèse justement des chemtrails qui disent mais les avions produisent de la vapeur d'eau. Or ça s'appelle les contrails, on va dire. Oui. Donc ce sont les traînées de condensation en fait, phénomène tout à fait naturel, j'ai envie de dire. Hein. C'est la chaleur du réacteur qui fait un phénomène de condensation. Oui, avec la température, avec la différence de température. Mais c'est très précis, c'est-à-dire que les contrails, c'est-à-dire les traînées de condensation, ne se forment que à moins 40 degrés, que par 70% d'humidité, et les avions de ligne depuis 2000 ne volent obligatoirement au-dessus, enfin à 8000 mètres d'altitude. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Parce qu'à 8000 mètres, on les entend pas et on les voit pas, c'est pas possible. Non. Donc qu'est-ce que c'est que ces traînées qu'on voit de temps en temps? C'est même pas des traînées, je veux dire, on voit les avions, quand le ciel est bleu, souvent, on voit les avions arriver à un bout de l'horizon et commencer à quadriller comme ça. Et d'ailleurs, dans le... tu fais bien de préciser l'altitude parce que ces avions qui font des traînées souvent, on les voit physiquement, Absolument. Ce qui signifie bien qu'ils sont pas justement à la hauteur, ils sont pas à 8 on les mètres, voit arriver, on les voit, et puis on les voit même. Il y en a qu'on voit aller au bout de l'horizon et revenir. Ouais. On n'a jamais vu d'avion de ligne faire ça. C'est ce que je dis. Moi, j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie. Je n'ai jamais vu un revenir à l'aéroport quand on avait oublié quelque chose. Je veux dire, c'est pas. Et puis en plus, pour les, moi, je suis d'une génération où à l'époque il y avait que des contrails, il y avait que des avions qui laissaient des traces, mais la trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace à la queue disparaît. Des fois, ça laissait une petite trace, et puis au bout d'un moment, la trace disparaît, mais ça ne restait pas pendant Tandis que là, des heures et des heures, et ensuite ça s'étend sur le ciel comme ça. Et en plus, on voit bien les avions, ils arrivent comme ça, ils font des lignes parallèles dans les deux sens. Oui. Donc, je sais pas où. Donc, c'est pas possible que ce soit des routes aériennes, effectivement, parce que au niveau des avions, puisqu'il y a des distances à respecter, on sait très bien, là, les avions seraient beaucoup trop près. Il y a un quadrillage qui fait que ça ne peut pas être des routes aériennes. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les avions décollent pour les mêmes destinations, décollent toujours aux mêmes heures. C'est-à-dire, par exemple, quand on va à Los Angeles ou quand on va à Rome, on sait que l'avion, par exemple, telle compagnie va décoller à 8h, l'autre à 8h10, etc. Mais sur les mêmes destinations, ils décollent au même moment. Au même moment, ouais. Or là, il y a des jours avec des avions dans tous les sens dans le ciel et des jours où il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où il n'y a pas de trafic aérien. Oui, ça c'est... Alors en plus, c'est quelque chose qu'on observe. Souvent, il y a un ciel clair, on va dire, et c'est par temps clair que on pulvérise le plus, quoi. Que là, tout d'un coup, on se retrouve en fin de journée. Il y a les témoignages, d'ailleurs, sur toute la planète, parce que c'est ça qui est encore quand même assez saisissant, c'est de voir que c'est aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Russie, parce que c'est pas que les pays de l'OTAN, parce que souvent il y avait cette croyance. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé à voir qu'ils étaient complètement pulvérisés au moment où ils sont rentrés dans l'OTAN. Par exemple, la Croatie, le Premier ministre croate le dit clairement. Il dit que c'est à part. D'ailleurs, il a fait un communiqué qui est vraiment saignant, quoi, où il demande à l'armée d'arrêter ces gens qui font des pulvérisations au-dessus de la tête des Croates et des Serbes, et il dit bien que c'est à partir du moment où ils sont rentrés dans l'OTAN. Oui, parce qu'il y a le chef des Verts aussi serbe, qui se rebelle contre les chemtrails, lui aussi, quelqu'un. Alors, il faut le préciser, ils ont essayé de l'assassiner. Il a eu des problèmes, ce monsieur. Il a été poussé dans le ravin par un camion, par une fourgonnette qui avait une plaque de police dessus. Ouais. Et il a été, on a tenté de l'éliminer, on va dire. Alors, c'est quelqu'un qui se lève contre les chemtrails en Serbie, quoi, qui explique ce problème-là. Donc maintenant, ce problème, il est vraiment général. Comment aussi on peut expliquer comment tous ces gens-là s'organisent? Parce que toi, tu nous expliques qu'évidemment, forcément, les militaires sont dans le coup. C'est pas possible autrement. Parce que comment... ce sont des avions de l'OTAN les 3/4 du temps. Après, il y a des témoignages qui disent qu'effectivement, il y a des avions de ligne low cost, souvent, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'avions de l'OTAN. Mais en plus, évidemment que tout le monde est au courant dans les élites, parce que,
Qui pourrait autrement violer notre espace aérien comme ça, s'amuser au-dessus du ciel de Paris à faire des dessins si nos gouvernants n'étaient pas au courant? Parce que en Europe, enfin je prends le cas de la France, il y a eu tentative timide, on va dire, c'était quoi, il y a 2 ans, même pas, il y a 1 an à peu près de ça, il y a France 2, je crois, qui a organisé un espèce de grand reportage sur ce qu'ils appelaient la géo-ingénierie, et le terme a été évoqué, en tout cas pour la première fois, d'une reconnaissance qu'il se passait bien quelque chose, quoi. Justement, c'est pour ça que maintenant ils commencent à nous dire, mais c'est sournois, hein, parce que d'une part ils nous disent, dès qu'il y a une catastrophe climatique ou tout ça, ils nous disent voilà, c'est un avant-goût de ce qui va se passer si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique. Et ils sont en train maintenant de nous dire, du moins aux États-Unis ils commencent, enfin dans les instances, à dire que la géo-ingénierie c'est un plan B qui est dans les cartons, dont ils se serviront le jour où ça va être où la situation va être vraiment désespérée. Ce qui est bizarre, c'est que là aussi, la géo-ingénierie, qui est soi-disant un plan B, qui n'est pas en action, c'est quand on lit, je veux dire, les thèses sur la géo-ingénierie de l'armée et des savants comme David Kieft, Caldera, etc., qui sont les pontes de la géo-ingénierie, ce qu'ils décrivent dans leurs thèses, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, je crois pas trop que ce soit pas commencé. Et est-ce que, justement, alors comment on peut faire le lien? Parce qu'on voit bien que le climat est devenu un enjeu planétaire, entre guillemets, la COP21 récemment encore. Alors ça te fait rigoler, alors explique. Alors, parce que moi, ce que j'ai vu de cette COP21, alors tu vas me dire ce que t'en penses, parce que c'est quand même à mettre en rapport avec toutes ces affaires de climat, j'ai vu que les pays, en fait, de la planète, on va dire dans l'ensemble, essaient de s'emparer de ce sujet, on s'empare de ce débat, en tout cas du climat, qu'on essaye d'ailleurs depuis longtemps de s'en emparer, j'ai envie de dire. Mais ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir Bill Gates, de voir Xavier Niel, je ne sais plus quel autre milliardaire encore, venir nous expliquer que c'était eux qui allaient régler le problème, quoi, en gros. Alors toi, tu parles beaucoup de Bill Gates, bon, plus pour les gratiner. Il est en train de régler le problème. Il balance ils sont en train de mettre des ballons dans l'atmosphère à 25 000 pieds avec David Kieft, justement, le savant fou, là, qui lui pense que si on mettait 20 000 tonnes de sulfure, de soufre, je veux dire, dans l'atmosphère tous les ans, on n'aurait plus de problème de réchauffement. Mais on en aurait d'autres. Mais en fait, c'est un faux problème, le réchauffement climatique. D'abord, il y a plein de savants il y a 32 000 savants exactement prestigieux qui ont fait un manifeste pour dire que c'était du pipeau. C'était faux. Évidemment, ça, on l'entend jamais aux infos. Hein. Mais en dehors de ça, je veux dire, le problème, ça tient pas debout, parce que quand on lit la patente Welbach, qui est la patente dont ils se servent pour les épandages, effectivement aussi dans la patente à la fin, il y a marqué que plus on épand, plus il faut épandre. C'est-à-dire, c'est à perpétuité, parce que plus on épand, plus on crée le réchauffement. Et plus on crée le réchauffement, plus il faut épandre pour, soi-disant, contenir le réchauffement. C'est-à-dire, c'est pas le réchauffement, à mon avis, hein, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Je pense que l'armée, après on en parlera avec le système EHARP, etc., balance des faisceaux d'ondes énormes dans l'atmosphère. Et ça, c'est ça qui troue l'ionosphère. Et on fait comme quand les trous dans l'ionosphère. Les fameux trous dans la couche d'ozone, pour nous expliquer. Oui, l'ionosphère, c'est ce qui nous protège des rayons UVB. C'est ce qui nous protège des rayons, comment on dit, solaire, enfin voilà, pas du soleil, du rayonnement solaire. Du rayonnement solaire. D'accord, c'est la partie haute de l'atmosphère, on va dire, l'ionosphère. Hein. Donc comme il trouve cette couche en envoyant des ondes pas possibles dedans, je pense qu'il faut qu'il colmate, parce que sinon effectivement on va crever. Mais c'est pas nos voitures diesel et c'est pas les vaches qui pètent qui sont en train de trouver la couche d'ozone, faut arrêter. Quand on regarde les chiffres de l'armée américaine juste en temps de routine et qu'on voit ce qu'ils balancent et ce qu'ils dépensent comme carburant. C'est-à-dire que le carburant, le fuel qu'ils envoient dans l'atmosphère pendant juste les années de routine,
ça n'a aucune comparaison avec les quelques petites voitures diesel, enfin les quelques... Évidemment, il ne faut pas polluer la planète, et moins on la pollue, mieux c'est, mais tout est faux, rien ne tient debout, c'est comme le carbone. Le carbone, ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec le carbone. Oui, alors la taxe carbone... Le carbone, c'est 0,05% de l'atmosphère. Donc, et en plus de ça, pourquoi ils vont couper les arbres en Amazonie ? Puisque les arbres adorent le carbone. Si vraiment on est dans une situation désespérée à cause du carbone, ce qui est entièrement faux, pourquoi ils coupent les arbres ? Il faudra replanter la planète. Voilà. Pourquoi maintenant ils essayent de nous servir la géo-ingénierie justement en nous disant que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique? Parce que comme ça, en épandant des particules d'aluminium, les rayons du soleil vont se réfracter sur l'aluminium et repartir vers l'atmosphère. Et comme ça, on sera protégé. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de photosynthèse. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de photosynthèse, le carbone prolifère. Donc je veux dire, rien, ça ne tient pas debout pour des gens qui... Et en plus, j'ai fait lire mon livre à un ami donc, qui est chimiste, qui est un des plus grands chimistes mondiaux, et qui m'a dit ce que disent tes experts chimistes, ce que disent tes experts n'est pas du tout compréhensible pour un chimiste. Et je veux bien le croire, je veux dire que les gens comme David Keith, Caldera, etc., qui sont en train de travailler là-dessus, on voit bien que c'est pas des chimistes on voit bien que ce sont pas des cadors en tant que chimistes. C'est probablement des gens qui sont facilement corruptibles et qui veulent bien entrer dans toutes les folies parce qu'il y a beaucoup d'argent à la clé, parce qu'ils sont tous plus ou moins financés justement par Bill Gates et par des gens comme ça. Qui, entre parenthèses, quand on regarde, n'ont pas peur, eux, d'avoir des actions dans les mines de charbon. Oui, voilà. Alors, d'ailleurs, tu démontes le business du greenwashing, où tu dis, mais arrêtez, Al Gore. Al Gore, c'est pareil. Moi, je pars avec aucune mauvaise intention, je te jure. J'ai dit, je vais quand même, Al Gore, depuis le temps qu'il me bassine, je vais aller voir. Et je croyais vraiment trouver un ou deux petits trucs. C'est hallucinant. C'est-à-dire que ce mec qui n'arrête pas de faire son beurre depuis qu'il est plus vice-président et qui fait des conférences à 175 000 € la journée, enfin la conférence pour pour dire que le réchauffement est abominable et que le carbone c'est vraiment l'horreur du siècle, etc. Et quand on regarde ce qu'il fait, ce mec, c'est D'abord, il a des actions partout, dans des mines de charbon, dans des compagnies de pétrole, il n'hésite pas à déloger les gens. Enfin, c'est vraiment humainement, ça n'a pas l'air d'être un mec super, quoi. Mais en plus de ça, il a monté la première bourse au carbone. Oui, la bourse au carbone. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors... Et quand on lit, parce que moi, j'étais novice comme tout le monde quand je prends un truc. Quand on lit, donc j'apprends, avant de le mettre dans un bouquin, il faut que j'apprenne. Et quand on lit le truc qu'il a monté, qui a des ramifications en France, dans le monde entier, c'est-à-dire ça s'appelle à une lettre près, c'est la même société. Et en fait, ils expliquent bien que, par exemple, chaque société aura un quota, pourra par exemple polluer pour 2000 tonnes ou 5000 tonnes, etc. Si la société pollue moins, elle peut revendre ses bons carbone à quelqu'un d'autre. Si elle pollue plus, elle peut racheter des bons carbone à un autre qui a des autorisations. Voilà. Mais eux, ils n'ont aucune interdiction de polluer. C'est juste nous, les vaches, qu'il faut mettre un bouchon aux fesses pour pas qu'elles continuent de péter. Et nous, il faudra pas entrer dans Paris avec nos petites voitures. Mais eux, par contre, ils continuent à polluer de plus belle parce qu'ils s'échangent les bons. Mais les seuls qui peuvent acheter les bons, c'est ceux qui ont suffisamment de pognon pour acheter les bons. Et quand ils nous disent qu'avec ça, ils vont aller planter des arbres en Afrique, c'est faux. Parce qu'ils vont peut-être aller porter les OGM aux Africains, je veux dire, voilà. Et en plus, je suis tombée sur des documents qui ont été filmés en loose day parce que Bill Gates, Al Gore, il finance aussi beaucoup de start-up, de jeunes qui démarrent des sociétés, etc. Ouais. Et il leur explique bien, donc il y avait une réunion comme ça où il y avait tous ces gens-là, donc c'était une réunion interne où il n'y avait pas normalement de télévision, maintenant avec les portables tout le monde filme, et donc il expliquait aux gens qu'en fait c'était le prochain jackpot, le carbone.
Parce que plus les gouvernements vont dire que le carbone c'est pas bien et qu'il n'en faut pas, plus quelque chose devient rare, plus son prix monte. Donc il disait aux gens, investissez maintenant. Parce que dans quelques temps, quand il va y avoir vraiment les accords de tous les gouvernements pour essayer d'arrêter la production de carbone, ceux qui auront des actions vont se faire des roudoudous nanas. Il le dit clairement, quoi. Il le dit, n'ayez pas peur, c'est l'avenir, investissez là-dedans. Et quand on voit avec qui il a fait son business, c'est avec les mêmes. C'est-à-dire il a monté son truc avec JP Morgan, etc. C'est les mêmes qu'on retrouve partout. Et son associé qui s'appelle Maurice Strong. Ouais. C'est aussi le mec qui a fondé le protocole, qui était un des fondateurs du protocole de Kyoto. Et quand on les regarde, je veux dire, c'est des gens qui ils disent tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire des sous avec tel truc. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est la même chose, je veux dire, que Donald Rumsfeld avec le Tamiflu ou l'aspartame. C'est-à-dire qu'ils mettent la main sur une substance et après ils cherchent comment la vendre au monde entier pour que leur brevet soit vraiment lucratif. Voilà, parce que lui en plus, apparemment, il est très sponsorisé, ce monsieur Al Gore. Il a beaucoup d'argent, il travaille avec des grosses sociétés. Mais il est parti avec 2 millions d'actifs, parce qu'aux États-Unis, contrairement à ici, on sait tout. Il est parti avec 2 millions d'actifs de la vice-présidence. Il a, quelques années après, il a investi 35 millions avec l'ex-patron de Skype sur justement la bourse au carbone et tous les trucs qui vont avec, quoi. Donc c'est quand même pas... Voilà, quoi. Et ce fameux Maurice Strong, qui est son ami intime et qui a créé Kyoto, etc., qui était aussi dans WWF, et lui maintenant il s'est fait gauler parce que quand il y a eu le programme pétrole contre nourriture en Irak, il a pris un chèque qu'il n'aurait pas dû prendre. Donc maintenant il s'est expatrié, il est en Chine où il exploite des mines de charbon, des centrales au charbon. Donc tu vois comme la pollution l'ennuie. L'ennui, mais alors protocole de Kyoto, parce que pour rappeler aux gens, c'est pareil, c'est un accord sur le climat qui a jamais abouti. Alors voilà, c'est pour ça que je rigolais pour la COP21, parce que en fait, depuis le protocole de Kyoto, c'est-à-dire ça doit faire 25 ans ou un truc comme ça, tous les ans, on nous dit qu'on espère arriver à un accord. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup rire, la COP21, parce que c'était évident qu'ils n'allaient pas arriver à un accord. Les États-Unis ont un peu, j'ai envie de dire, comme d'habitude, un peu savonné la planche de la conférence, puisque John Kerry, il arrive la veille en disant de toute façon il n'y aura pas d'accord. Donc, oui, mais alors c'est pour ça que c'est extraordinaire, parce que là il n'arrête pas, d'ailleurs là quand Fabius est parti, on nous a dit il part auréolé de l'accord qu'il a eu à la COP21. L'accord c'est le même qu'ils ont eu depuis 25 ans tous les ans, sauf qu'il y a juste un petit truc qui est rajouté en bas, accord non contraignant. C'est-à-dire qu'il faudrait ne pas polluer, il faudrait que le réchauffement n'excède pas 2 degrés, etc. Mais accord non contraignant, ça veut dire que si les États ne font rien, ils ne sont pas punis, ils ne sont pas obligés, donc ça ne sert à rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière, on va dire, cette affaire du climat, une instrumentalisation des grandes puissances qui, quelque part, se servent de ce prétexte climatique pour empêcher le développement des autres puissances, des concurrents. On va dire les petits copains, la Chine, l'Inde, qui ont besoin de pétrole et eux aussi. D'ailleurs, ils avaient fait un truc extraordinaire, je ne sais plus à quelle conférence c'était pas l'année dernière, mais peut-être il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. Ils avaient demandé que les États comme l'Afrique, etc., que les pays comme ça, qui eux auraient besoin de ça pour se développer, participent au paiement de la remise en état de la planète. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas le droit d'exploiter parce qu'il ne faut plus polluer. C'est-à-dire on leur a gaulé toutes les ressources. Mais plus maintenant, il faudrait qu'ils payent pour la pollution qu'on a faite et ils n'auraient en plus plus le droit de polluer puisque ce serait interdit. Donc c'est, je veux dire, c'est comme d'habitude. Hein. Oui, parce que là, on voit bien que les Chinois sont un peu vent debout en disant bah non, mais nous... parce qu'on a l'impression que c'est vraiment ça, de contraindre les autres
à freiner le développement en disant bon bah nous on est développés, on a pollué, bon bah maintenant plus personne ne pollue. Quoi. Oui, mais c'est juste une histoire de gros sous, c'est-à-dire qu'ils ont pillé les ressources de ces pays-là, même enfin je parle du moins de l'Afrique, etc. Mais ils veulent pas en plus que maintenant ils leur fassent concurrence. Oui. C'est-à-dire ne vous développez pas, parce que si maintenant vous le faisiez pour votre compte, ça ferait concurrence à ce qu'ils ont eux comme matière première à écouler. Donc c'est juste une histoire de pognon, voilà. Il y a des écrits superbes de Dominique Guillet, qui est le patron de Cocopelli, qui lui connaît bien la nature, la terre, etc. et qui s'appelle d'ailleurs Carbone mon amour, pour expliquer il est classé dans les sites conspirés en Cocopelli, je sais pas. Oui, bah il est dans des listes, il apparaît à nos côtés. Mais le problème, c'est que on vit une époque où dès qu'on dit un fait scientifique, si ça va pas vers la pensée qu'on nous ordonne d'avoir, on est complotiste immédiatement. Après, on est alors je sais pas si c'est dans l'ordre, mais on est fasciste, antisémite, islamophobe, homophobe, ce qui n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Ouais, parce que le pauvre Cocopelli, pour rappeler, donc c'est une association qui sauve les semences anciennes, mais qui emmerde dedans beaucoup de monde. Voilà, et qui sont, ils ont, on va dire, un certain nombre de procès des grandes sociétés de l'agroalimentaire et aussi politiques, parce que visiblement, ils ont l'Union européenne sur le dos, l'État français, enfin, ils ont beaucoup de gens qui. C'est la même clique. Hein. Ouais. C'est la même clique. Mais là, Cocopelli, ils vont encore les avoir sur le dos, parce que le grand. Alors, il y a deux jackpots là, c'est le carbone, évidemment, avec la bourse au carbone, et l'autre jackpot, c'est toutes les semences qui soi-disant. Alors, dans les brevets de Monsanto, il y a marqué résistante à l'aluminium. C'est vraiment marqué, parce que le brevet, je les ai lus, je les ai vus, quoi. Mais il y a aussi, il y a trois. Enfin, en fait, il y a Monsanto, il y a Syngenta, Bayer, bon, ceux qu'on connaît, hein, les grands chimistes semenciers. Et il y a aussi une compagnie qui est basée en Israël. Et en fait, ils ont déposé mais des milliers et des milliers de patentes pour des semences qui résistent aux conditions climatiques. Déjà, c'est extraordinaire parce qu'il faudrait savoir ce que ça va être, les conditions climatiques. Parce que je ne crois pas qu'un réchauffement de 0,5 degré fasse crever les poireaux. Sinon, ça se saurait, quoi. Donc voilà, mais c'est juste le prochain jackpot. C'est-à-dire que, indépendant de l'aluminium, les 3/4 des jardins potagers qui ne sont pas couverts et qu'on ne va pas arroser avec de l'eau pure. Ça va crever, donc ces gens-là vont avoir la main mise sur notre indépendance alimentaire. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, de la même façon que Monsanto avait vendu les semences hybrides qui contenaient le Roundup, et donc qui faisait que les semences, tout ce qui était autour était détruit, que la seule plante qui poussait, c'était celle qui contenait le pesticide. Et on voit bien ce que ça a fait, hein, puisque maintenant les terres sont complètement appauvries. Enfin, je veux dire, l'état de la planète est vraiment catastrophique. Il faut parler avec Claude et Lydia Bourguignon, avec Dominique Guillet, avec tous ces gens-là qui vous diront dans quel état est la Terre maintenant. Et donc ils savent très bien que s'ils continuent à polluer la Terre comme ils le font, il n'y aura plus d'insectes comme les abeilles pour polliniser. La Terre est dans un état lamentable, il n'y a plus rien qui pousse, et en plus ils balancent de l'aluminium sur nous. Donc c'est sûr que les seules semences qui vont pousser vont être les semences résistantes à l'aluminium. Mais il y a une espèce de, quand même, j'ai presque envie de dire, de folie meurtrière, puisque ces gens qui balancent, on va dire, ces épandages, eux-mêmes, ça leur retombe dessus. Enfin, non. Mais ça c'est la question que tout le monde dit. Mais oui, c'est une question. Mais bien sûr. Les mecs aussi se balancent. Mais bien sûr, je veux dire, mais sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là ne sont pas comme nous. Ils sont pas dans l'optique de sauver la planète, et ils sont pas dans l'optique de se protéger d'un truc qui pense être bien. C'est-à-dire que l'appât du gain, c'est comme si tu dis à un pédophile, c'est pas bien d'aller violer les enfants. Entre le fait qu'il l'entende bien que c'est pas bien et qu'il n'a pas envie de le faire, et la pulsion de le faire, il va quand même le faire. Et ces gens-là sont des gens qui ne voient que le fric, et il faut bien le dire aussi, il y a quand même un côté
un peu le fait qu'ils se prennent pour Dieu. Ils considèrent que la création c'est de la merde et que ils pensent pas que ce soit une mauvaise chose pour la planète. Eux. Tu comprends? C'est ça le problème. Eux, ils pensent que s'ils polluent avec telle substance, de toute façon, ils vont pas lier ça avec une autre substance chimique. Pas grave pour eux. Hein. Il y a des écrits, je veux dire, du vice-président de Monsanto, etc., qui dit, ben c'est pas grave. Où est le problème? On inventera autre chose. Mais quelque part, je pense que c'est des gens qui sont, il faut le dire, quoi, à un moment donné, qui sont sataniques, quoi, qui pensent que la création telle qu'elle est, c'est rien du tout, et qui pensent que eux vont. D'ailleurs, je veux dire, il y a un mec qui s'appelle Kurzweil aussi, qui est le pape du transhumanisme, le transhumanisme, bien sûr, et qui dit. Il y a un journaliste qui lui dit: est-ce que Dieu existe? Il dit pas encore. Voilà, il pense que il pense que quand l'homme va fusionner avec la machine complètement, et évidemment c'est pas eux qui ont l'intention de l'appliquer, hein, mais dans une certaine mesure, si, ils pensent qu'en étant connecté à un ordinateur, et si l'ordinateur peut télécharger le cerveau et inversement, ils pensent que s'ils ont par exemple le foie malade, ils vont donner l'ordre à l'ordinateur de réparer le foie et que l'ordinateur sera capable de le faire. Donc à plus ou moins longue échéance, ils pensent qu'ils vont devenir peut-être pas immortels, mais c'est le vieux rêve qui revient, de dire qu'ils vont peut-être vivre 200, 300, 400 ans. Ah oui, parce mais ils le croient vraiment, c'est-à-dire qu'il faut aller voir la tête, faut aller voir les vidéos de ces gens-là et comment ils parlent. C'est-à-dire qu'ils sont complètement possédés par leur truc et ils pensent que l'avenir c'est ça. Et puis il y a beaucoup d'argent à la clé aussi, hein, je veux dire, c'est des gens qui touchent de partout. Parce que le grand problème de cette, on va dire, d'aller vers ce transhumanisme, presque inévitablement, c'est qu'au bout, il y aura quoi? Un contrôle des naissances? C'est ça le but recherché? C'est-à-dire le contrôle total des naissances? Parce qu'une fois qu'on va mettre on voit bien où on est là, on voit bien où on en est. D'un côté, c'est pour ça que moi j'essaye toujours de faire des livres où il y a une analyse et plein de, toutes les preuves accumulées, mais après quand on les met, le problème de notre société, c'est que on apprend un truc un jour, un autre truc le lendemain, et qu'on fait jamais le rapprochement entre tout ça. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe, quand on met tout bout à bout, c'est peut-être le plus dur, mais c'est ce qui est vraiment révélateur. On se rend compte que d'un côté, les pesticides, les ondes, etc., rendent les gens complètement stériles. C'est-à-dire maintenant les chiffres de la stérilité sont le nombre de gens autour de vous qui disent mes enfants voudraient bien avoir un enfant, mais ça fait 3 ans qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas. On n'entendait pas ça avant. Je veux dire, d'un côté les gens deviennent stériles, de l'autre on leur balance des trucs sur la tronche, nous balance des trucs sur la tronche qui sont pas plus les ondes, plus toute la pollution qu'on subit, alimentaire santé, etc. Et donc, ça va éradiquer beaucoup de monde, on le voit bien. Tout le monde a des gens autour de soi qui ont des maladies chroniques. Là aussi, c'est une hypocrisie sans nom quand on nous dit mais le problème de la sécurité sociale et tout, qu'ils arrêtent de nous rendre malades avec des maladies qui durent 10 ans, 20 ans, 5 ans, et peut-être que le trou de la sécu sera moins grand. Hein. Mais voilà, on prend jamais le problème au départ, quoi. Et donc, d'un côté, ils rendent les gens stériles, d'un autre, ils en rendent beaucoup malades, ils en éradiquent une grande partie. Et où va l'argent de la recherche quand on regarde? Il va où? Il va au transhumanisme, il va aux nanotechnologies, il va à la microbiologie, il va à la manipulation génétique. Et c'est-à-dire que quand on voit d'un côté les gens seront stériles, et de l'autre on fait des recherches sur l'utérus artificiel, sur la manipulation génétique, sur les nouveaux spermatozoïdes là, trouvés par Bill Gates. Donc il y a quand même une volonté d'éradiquer l'être humain tel qu'il est, la création telle qu'elle est, et de créer un monde où ils seront aux commandes et où ils pourront fabriquer les esclaves qui leur vont, quoi. Parce que, il faut bien le préciser, une nouvelle qui va dans ce sens-là, c'est que récemment, c'est l'INSEE, ou je ne sais plus quel organisme, qui a indiqué que l'espérance de vie avait baissé en France. Ah oui, mais ça fait longtemps, moi, Sylvie Simon me l'avait dit. Ça vient de quand je l'ai connue. Oui, mais moi, il y a 4 ans, un jour, je lui disais, parce que j'ai fait comme tout le monde, moi,
me suis fait l'avocat du diable aussi. Un jour, j'ai dit à Sylvie Simon, il y a 5 ans, j'ai dit oui, mais quand même, les gens vivent de plus en plus vieux. Elle m'a dit, mais tais-toi, tu dis une bêtise monumentale. Et elle m'a dit, tous les gens qui sont nés avant 58 vivront plus vieux. Mais tous les gens qui sont nés après, non. Et ça aussi, ça correspond à certaines substances qu'on a mis en circulation, quoi. Parce que ça, on va dire, il y a une conjugaison de choses, donc les chemtrails, l'alimentaire, la médecine, où on se dit, on est presque cerné partout. Mais on voit bien de toute façon qu'ils nous racontent des cracks, parce que, par exemple, on prend l'Europe, etc. On nous dit, mais si on sort de l'Europe, ça va être une catastrophe. Ouais. Regardez ce que l'Europe a apporté. Alors, ok. Il y a encore 10 ans, on disait aux paysans, oui, mais d'accord, alors par exemple, vous pouvez pas vendre le porc plus cher parce que tel pays fait du porc et c'est moins cher. Donc, les légumes, on nous disait, oui, mais d'accord, vous vendez les choux 2 centimes, mais l'Espagne, eux, vendent des tomates ou machin plus cher, etc. Donc, en fait, on avait l'impression que pour faire l'Europe, il fallait que tel pays souffre sur un sujet et que l'autre faisait ses choux gras dessus, et inversement. On aurait pu arriver à un certain équilibre. Sauf que là, quand on regarde, on se rend compte que tous les pays sont dans la merde. Tous. Tous. Et dans tous les domaines. C'est-à-dire, il n'y a pas... Par exemple, l'agriculture pourrait bien marcher, l'élevage pourrait être en bas. Non, l'élevage ne marche pas, l'agriculture ne marche pas, l'éducation ne marche pas, les hôpitaux ne marchent pas. La santé, il y a de plus en plus de... Je veux dire, quand on s'est vu que j'étais venue pour... le complot mondial contre la santé, on me disait pareil, que j'étais une conspirationniste, etc. Moralité, depuis 5 ans, la plupart des trucs que j'avais énoncés dans le bouquin sont sortis au grand jour. Et puis surtout, depuis, il y a eu beaucoup, alors il faut bien le dire en plus d'ailleurs, cette idée des vaccins a tellement avancé dans l'opinion que ça en est venu dans le débat public, et la question a été posée, à savoir, est-ce que accepter un vaccin était constitutionnel ou pas? Est-ce que c'était du ressort justement de la décision de l'individu, ou alors c'était quelque chose d'imposé. Et je crois que le Conseil constitutionnel a répondu que c'était une... Imposé. Alors là, c'est pareil, il suffit d'avoir un minimum de logique, quoi. Là, ils nous disent, d'ailleurs on entend sans arrêt hein, les experts qui viennent à la télé, qui disent, mais si vous ne vaccinez pas pour vous, vous faites du tort au reste de la population. Voilà, c'est ce que disent les médecins aussi. Hein. Mais alors, il faut être quand même un peu sensé. Si un vaccin est bon et que je suis vacciné, qu'est-ce que j'ai à craindre d'un mec qui n'est pas vacciné ? C'est juste... question de bon sens. C'est juste très bête, quoi. Question de bon sens. Si le vaccin est bon, si vraiment il faut se faire vacciner parce que le vaccin est bon, voilà. Ça, donc ça change rien si l'autre... Le jour, pareil, où Sylvie Simon m'a dit, mais le tétanos, parce que moi, j'ai toujours été vaccinée contre le tétanos, parce que j'avais des chevaux et des animaux tout le temps, et je lui ai dit pareil, comme les gens viennent me le dire maintenant. Oui, mais quand même, le tétanos... Le jour où Sylvie m'a dit, mais le tétanos, la maladie n'est pas immunisante. On peut avoir le tétanos plusieurs fois. Donc si la maladie n'est pas immunisante, à quoi ça sert ? Ça sert à rien. Voilà, comme moi c'est juste, j'en veux à personne. Si on peut me donner... Il y a autre chose qui m'énerve énormément, c'est qu'il y a toujours des grands pontes qui viennent dire des choses extraordinaires, et d'un autre côté des gens comme nous qui dénonçons des choses parce qu'on a des preuves écrites. Voilà, ou filmées, etc. Et jamais, 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 ils ne veulent venir en face de nous. Jamais. Je parle pas que de moi, hein, n'importe quelle personne qui est dans la dissidence, parce qu'on nous met dans la dissidence, c'est pas parce qu'on veut y être, c'est parce que les autres veulent pas nous voir. Mais même quand il y a eu une émission sur le garde d'asile où ils ont appelé les petites victimes du garde d'asile, elles m'ont appelé affolée. 2 jours avant l'émission, on leur a dit, vous serez pas sur le plateau, vous serez dans une pièce à côté. Parce que s'ils sont dans une pièce à côté, après on peut faire le montage qu'on veut, ou si elles disent quelque chose, on peut leur dire mais non madame, vous êtes une menteuse, etc. Et après c'est monté ou c'est coupé. Donc voilà, pourquoi ces gens-là, si vraiment ils sont sûrs d'eux, pourquoi on pourrait s'asseoir autour d'une table et échanger voilà mes preuves, donne-moi les tiennes et on va voir si vraiment tu as une preuve. Leur seule preuve c'est la Bible, voilà, c'est écrit dans la Haute Autorité de Santé où l'OMS a dit. C'est pas une preuve ça. Ouais. D'un côté, il y a des études sur 15 000 personnes où il y a des documents déclassifiés de l'armée américaine, avec le sceau de l'armée américaine, etc. Ça, c'est une preuve pour moi. Le fait qu'on me dise bah non, ça n'existe pas, je suis pilote, si ça existait, je saurais. Bah non. Parce qu'il y a aussi des pilotes qui viennent me voir pendant les conférences et quand les gens me posent ces questions à la fin,
il n'y a pas longtemps à Nancy, il y en a un qui s'est levé, qui a dit « Moi, je suis dans l'armée de l'air ». Il n'a pas dit qu'il était pilote, et c'est vrai. Voilà. Oui, parce qu'ils sont obligés de leur marquer, les pilotes. Pas tous, parce que là, je veux dire, je peux que m'appuyer sur les témoignages de mécaniciens et tout ça, de gens qui ont parlé et qui disent comment ça peut être mis à l'intérieur comment les circuits sont faits à l'intérieur de l'avion. Mais il y a aussi un brevet qui dit, par exemple, comment coupler les commandes de l'avion avec les commandes de la pulvérisation. C'est-à-dire que ça veut dire que quand le pilote actionne une certaine commande, ça pulvérise, mais il n'en sait rien. Il y a quand même un brevet qui dit ça, quoi. Donc ça veut dire que même des fois, peut-être des pilotes sont en train de faire des épandages à leur insu, quoi. Oui, je pense qu'il y en a. Enfin, les avions de l'armée, non. Les avions de l'OTAN, non, mais les autres, bien sûr. Ça, c'est. Parce qu'il y a des témoignages, il faut bien le dire, parce qu'on croit. Souvent, on oublie, oui, non, il n'y a pas de témoignages. Il existe des témoignages de gens, en particulier dans les aéroports, du personnel, qui s'est manifesté. Alors, évidemment, c'est des gens qui ont très très peur, hein, évidemment, on peut comprendre pourquoi, et qui ont voulu nous informer de ce qui se passait dans les aéroports, c'est-à-dire qu'ils avaient remarqué qu'il existait en fait des espèces de vannes secrètes un peu sur les avions. Enfin, il semble qu'il y ait des gens qui ne soient pas le personnel habituel, qui viennent au moment du stationnement pour effectuer certaines opérations. Alors ça, il y a un mec, il y a un mécanicien qui explique ça très bien. D'ailleurs, j'ai repris son truc dans le livre, où il dit qu'il y a plusieurs sortes de mécaniciens qui viennent quand un avion est sur le tarmac et qui le préparent. Il y a plusieurs sortes de mécaniciens. Il y a des mécaniciens A, B, C. Il y en a qui s'occupent des moteurs, il y en a qui s'occupent des circuits électriques, il y en a qui s'occupent... Et la dernière caste, comme en Inde, c'est ceux qui s'occupent des eaux usées. Ouais. Et dont lui dit qu'il s'est rendu compte justement à un moment où il avait été appelé pour faire de la maintenance sur un avion. Il a vu un truc bizarre, c'est-à-dire un des tuyaux n'arrivait pas là où il aurait dû arriver. Et du coup, il a essayé de regarder, et en fait, il a eu beaucoup d'ennuis d'ailleurs. Il a été menacé et tout, mais en fait, il explique que d'après lui, ça vient du système, c'est-à-dire que par exemple, je sais plus maintenant, sur 5 tuyaux qui normalement servent pour les eaux usées de l'avion, il y en a un sur 2 qui ne va pas au réservoir d'eau usée, qui va à la pulvérisation. Voilà. Ça, parce que ce genre de témoignage, quand même, ça n'a jamais été... voilà, il n'y a absolument aucune trace nulle part, quoi, à part ceux qui s'y intéressent. Il y a eu très peu, finalement, de visibilité sur cette problématique des chemtrails. C'est-à-dire que... faut dire qu'il y a quand même beaucoup... Il y a un monsieur qu'ils avaient baptisé Deep Sky, parce qu'il a... Enfin, c'était un type qui avait un haut poste dans l'armée américaine et qui a donné beaucoup de documents à un journaliste qui s'appelle William Thomas et Bob Fritakis, qui étaient 2 journalistes qui ont fait beaucoup d'enquêtes justement sur Vegas, etc. Et il a fourni beaucoup de photos, beaucoup de renseignements sur les trucs à l'intérieur des systèmes d'épandage, etc. Et puis il est mort, quoi. Il s'est suicidé bêtement dans son garage. Et voilà, il y a eu beaucoup. Il y a eu Ted Gunderson, qui était le patron de FBI à Los Angeles, qui est le monsieur qui était en charge de l'enquête sur la mort de Kennedy, la mort de Marilyn Monroe, et qui a passé toute sa... Là, il était à la retraite, et ça fait 10 ans qu'il enquêtait sur les réseaux de pédocriminalité, etc. Et qui avait fait un truc pareil, lui aussi, il a dit « Je sais d'où viennent les avions, ils partent de tel aéroport, etc. Ce sont des avions militaires KC-135, etc. » Et lui aussi, il est mort, quoi. Donc, on meurt tous un peu bizarrement à chaque fois. Cette affaire des chemtrails. Alors, juste un petit mot, en France, il y a des associations qui sont emparées du sujet. Il y a la CEPICA. Ouais, il y a Ciel Voilé. Il y a la CEPICA, il y a Actu Chemtrails. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est en train de... On va dire quand même, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire un peu sur cette problématique. Alors là, par exemple, je suis allée faire des conférences à Avignon et à Nice. Et comme tout marche bien en France en ce moment, quand on m'a amené à la gare d'Avignon pour aller à Nice, le train était parti.
Mais en fait, on est arrivé à 10h01 et le train devait partir à 10h14. Et donc on a dit, mais pourquoi le train, c'est juste une aparté, ça pourrait. Et on nous a dit, ah, mais il est parti. On dit, oui, mais pourquoi? Ah ben on a changé les horaires, donc le train est parti à 10h. Voilà, et donc la personne qui organisait la conférence a été obligée de m'amener en voiture d'Avignon à Nice. Et quand je suis arrivée à Nice, j'ai vraiment eu aucun problème à dire aux gens que les chemtrails étaient vrais, parce que tout ce qui était venu en voiture ou en train, c'était hallucinant. Le ciel entre Avignon et Nice était zébré, mais de partout, quoi. Il y avait des trucs extraordinaires, comme les franges qu'il y avait sous les vieux canapés. Là. Il y avait des trucs comme ça dans le ciel, il y avait des trucs incroyables. Il s'amuse beaucoup, donc avec en plus l'effort. Et quand je suis allée à Nancy, il y a un monsieur qui m'a amené un bocal. Pareil, le matin, il avait promené son chien 2 jours avant. Et il a sorti son chien le matin et toute la campagne était recouverte de fils blancs. Oui, de filaments. Alors ça, c'est des choses aussi qu'on a retrouvées souvent, qui sont à mettre en rapport avec les chemtrails. Des matières qu'on retrouve comme ça, qui sont des espèces de polymères, tu nous dis, qui sont des... Oui, bah en fait, il y a des chercheurs dont une femme qui s'appelle Staninger, qui est professeur, hein, qui est entouré de plein d'autres chercheurs, et qui ont comparé, ils ont essayé de comparer ces filaments, d'ailleurs les filaments qui sont des résidus de chemtrail et ceux qui sont dans les gens qui développent la maladie des morts-gelons. Et ils ont comparé ces fils à la base de données du FBI, aux 900 fibres qui sont dans la base de données du FBI, et il n'y en a aucune qui correspond à ça. C'est-à-dire, c'est soi-disant, enfin c'est un mélange de cellulose, de polymères, de nanoparticules, on ne sait pas trop, quoi. Parce que ça, c'est pareil, cette maladie du morgelon, donc c'est des gens sur qui il apparaît des espèces de fils qui sortent. C'est des plaies. C'est des plaies vraiment dégueulasses, et au milieu des plaies, il y a des fils qui sortent et qui poussent. Alors là, c'est pareil, c'est comme les gens qui ont des effets secondaires des vaccins, on leur dit... Moi, c'est des gens qui ont la paranoïa, une certaine paranoïa, qui pensent qu'ils sont envahis par des vers ou des bêtes, et qu'il faut mettre directement dans des instituts pour les maladies mentales. Mais en fait, non. Je veux dire, il y a vraiment des gens qui ont des fibres qui poussent, quoi. Ouais. Et ça, ils n'ont pas d'explication, oui, parce que j'ai vu, oui, c'était un peu tordu, on me disait, la médecine nous dit c'est des maladies, oui, voilà, mentales, mais bon, quand ça explique pas qu'on a des plastiques qui sortent. Non, mais je pense pas que quelqu'un soit assez malade pour avoir envie d'avoir des... Et puis comment ils feraient pousser des fils de leur plaie, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais. Et puis il y a quand même... il y a une société aux États-Unis qui a été fondée, où il y a une association où il y a, je sais plus, 60 000 personnes. Et ils considèrent que c'est qu'une petite partie, parce qu'il n'y a pas forcément des fils qui sortent aussi, mais il y en a beaucoup. Donc, et Staninger dit qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas la maladie des morts-gelons. Elle pense que d'après ses études, c'est l'exposition aux nanoparticules qui produit ça. Mais elle dit que quand ça sort comme ça, c'est que le corps rejette les nanos. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas la maladie des morts-gelons qu'on n'est pas infesté de nanos. Parce qu'il y en a qui les assimilent. Eh ben, on va faire la petite pause, c'est l'heure, la régie elle est prête, c'est magnifique. Voilà, donc on va boire du thé, espérons qu'il n'y a pas de nanoparticules dans mon thé. Il y en a partout. Il y en a partout, il paraît. Ouais. Donc vous êtes infectés, ça me fait penser à certaines séries télévisées, tout ça. Alors en tout cas, on va faire la pause, on revient juste après, c'est toujours la Libre Antenne, c'est sur Beta TV, c'est la saison 3, à vous la régie.